Aujourd'hui, énormément de chance, hyper contente. On accueille Jules Falquet pour parler de son livre La combinatoire straight. Évidemment, je ne sais pas prononcer straight correctement. Straight. Et vous avez fait bon accueil à la vidéo. Je vous engage à faire bon accueil au livre. On va pouvoir en parler encore un peu. Avec plaisir. La combinatoire straight, c'est, je disais, un classique du féminisme, et je vais le maintenir, qui vient de sortir chez Amsterdam. Colonialisme, violence sexuelle et bâtarde du capital. On va quand même le montrer, ça va me faire une miniature, tu sais, ça c'est après. Moi je fais que des captures écran pour les miniatures. Et c'est à toi qu'on le doit. C'est à moi, en effet. Mais ça c'est quoi? Ça c'est 10 ans de travail, un livre pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire? Alors en fait c'est une sollicitation d'Amsterdam et qui m'a donné vraiment l'occasion de développer en effet quelque chose à quoi je réfléchissais depuis un article de 2015 où j'avais déjà introduit cette idée de combinatoire straight, mais je n'avais pas pu le développer. Et à l'époque, j'étais partie sur une analyse de la mondialisation, des questions de migration et de l'imbrication des rapports sociaux, de sexe, de classe et de race. Et là, j'ai vraiment davantage fait le croisement avec les perspectives décoloniales, au sens où, surtout, le travail de María Lugones, donc la philosophe argentine, et au sens où elle, dans un article fondateur de 2007, elle affirme, disons, que en même temps que l'imposition de l'idée moderne de race, une idée suggérée par Aníbal Quijano, en même temps que cette imposition de l'idée moderne de race en 1492, elle dit, de manière complètement imbriquée, il y a l'imposition de ce qu'elle appelle le genre moderne colonial. Donc moi je trouve qu'à la fois Quijano et elle, c'est très intéressant ce qu'ils disent, en amenant cette borne chronologique, qui n'est pas absolue bien sûr, mais enfin qui marque un début de quelque chose, qui est aussi donc le début du capitalisme, du mode de production capitaliste, petit à petit son installation. Mais c'est à la fois très intéressant, mais c'est très abrupt, et ça mérite, à mon avis, ça méritait d'être un peu étayé. Voilà, étayé. Qu'est-ce que ça veut dire l'imposition de la race? Qu'est-ce que ça veut dire l'imposition du genre? Et croiser les deux, bien sûr. Et puis, c'est une imposition aux populations d'abord génocidées d'un côté et esclavagisées. Et puis aussi, c'est une imposition en miroir, dialectiquement, à l'Europe et puis aussi à l'Afrique. Donc voilà, donc j'essaye de tenir tous ces bouts et de développer d'un point de vue à la fois historique, anthropologique, de donner des exemples ou éventuellement des contre-exemples pour comprendre cette imposition simultanée de la race et, moi je dis, des rapports sociaux de sexe, qui ont des effets aussi sur la construction progressive des rapports de classe. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on reprenne les titres de Lugano, de ton article? Bien sûr. Ouais, ça va pas permettre, puis comme ça, moi je mettrai les liens en description pour les gens qui veulent refaire le parcours. Voilà. Tu en parles hein, dans le livre. Donc, María Lugones, philosophe argentine, publie en 2007 un premier article dans la revue Hypatia, une revue de philosophie aux États-Unis. L'année d'après, l'article est republié en ligne dans une assez grosse revue décoloniale, cette fois-ci. Hypatia, c'est une revue de philosophie féministe. Et il est traduit la même année en espagnol. Et donc, et moi-même, j'ai traduit cet article en français. La deuxième version, que j'ai traduite d'ailleurs avant d'avoir bien compris toutes les versions successives, et il manque 2 paragraphes au début qui ancrent l'article dans une perspective lesbienne, radicale, on va dire, puisque Lugones, au début de sa militance, elle a été très proche des lesbiennes séparatistes aux États-Unis. Voilà. Et ensuite, du fait du racisme, à la fois de la société états-unienne et du mouvement lesbien aussi, malheureusement, il faut bien le dire, elle s'est davantage tournée vers les luttes antiracistes, latinas, et puis au fur et à mesure décoloniales, mais elle a quand même vraiment cette base lesbienne que je voulais aussi approfondir et développer, parce que c'est une base lesbienne séparatiste des États-Unis. Donc en fait, elle ne s'appuie pas tellement sur Wittig, et moi je voulais plutôt repartir de Wittig, voilà, du lesbianisme au sens de Wittig, même si elle n'en est pas très éloignée, mais ce n'est pas exactement non plus sa manière de réfléchir. Aníbal Quijano, c'est donc un sociologue péruvien, installé aux États-Unis, comme d'ailleurs Lugones, pas pour les mêmes raisons, mais bon. Et Aníbal Quijano, lui, il a parlé de la colonialité du pouvoir. Il a mis en évidence le premier ce concept de colonialité, le premier à l'université, bien sûr, avant il y avait des mouvements sociaux, etc. Mais, donc lui, il développe ça, et c'est lui aussi qui affirme que, en fait, en 1492, en réalité, il y aurait eu une première grande partition de l'humanité à l'initiative des Européens,
des envahisseurs, plus exactement. 1492, c'est ce qu'on appelle des fois la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, en mode mythe. Exactement, qui est merci plutôt de le rappeler. Le début d'une conquête et d'un génocide du continent, voilà. dont le nom Amérique d'ailleurs peut aussi être discuté. Voilà, et donc lui il dit, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que il a été créé une idée moderne de race et une grande division dans le monde où il y a eu d'un côté nous, entre guillemets, donc en l'occurrence les Européens, Européennes, et puis et tous les autres, et puis de l'autre côté, un nouveau type de population qui était d'abord les populations qui ont été homogénéisées tout d'un coup et baptisées Indiens et Indiennes, alors que bien sûr c'était pas l'Inde, comme ils avaient cru d'abord, et puis ensuite toute la population qui est amenée de force à travers l'Atlantique et mise en esclavage, comme d'ailleurs les populations autochtones l'ont été, pas tout à fait sous le même régime, mais donc, et qui ont été progressivement, essentiellement prises en Afrique, donc qui sont devenues progressivement des populations noires, mais qui n'ont pas du tout été capturées et emmenées parce qu'elles étaient noires, puisqu'à l'époque, elles n'étaient pas du tout conceptualisées comme telles, ou pas particulièrement conceptualisées comme telles. C'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo pour présenter ton livre, que j'avais été vraiment très frappée par cette idée de dénaturalisation de toutes les évidences. Mais donc voilà, sur cette chaîne, j'en parle surtout par le biais féministe, puisque c'est l'objet de mes recherches. Je travaille sur les féministes francophones. Mais ni la race, ni la colonialité, enfin rien n'est évident, et tout a une histoire, et une histoire qui est mondiale, tu le montres. Et toi, tu arrives à cette idée d'une combinatoire straight, dans cet article en 2015. Alors, j'utilisais cette proposition que je fais de combinatoire straight comme une manière de comprendre autrement ce que moi j'appelle l'imbrication des rapports sociaux de sexe, de classe et de race, que Kimberlé Crenshaw, fin des années 80, en 89 pour être précise, à partir de cette date-là, a commencé à nommer intersectionnalité. Mais intersectionnalité, ça s'inscrit dans une réflexion très états-unienne. Moi, je préfère l'imbrication des rapports sociaux, donc qui s'inscrit dans une perspective plus matérialiste. Après, ça va dans le même sens, et moi, je m'appuie plutôt sur d'autres féministes noires des États-Unis, qui sont celles du Combahee River Collective, dont j'ai aussi traduit un article très très important de 79, la Déclaration féministe noire, dans laquelle elles sont les premières à écrire plus exactement, parce qu'il y a beaucoup de féministes, de femmes et de lesbiennes, notamment afro-états-uniennes, qui avaient beaucoup réfléchi là-dessus, bien sûr, mais c'est les premières à écrire, disons, qu'il existe et que leur situation et la situation de tout le monde résulte de, elle disait, l'imbrication de systèmes d'oppression, et elles avaient le courage de dire aussi le système hétérosexuel. Elle disait le système raciste, le système patriarcal, le système capitaliste et le système hétérosexuel. Donc elle a dit ça en 79, très tardivement malheureusement, puisque en France tout est très tardif. Enfin, j'ai fini par traduire et publier leur déclaration féministe noire, et je m'appuie sur leurs réflexions pour penser plutôt en termes d'imbrication de rapports sociaux que d'intersectionnalité, mais dans le fond ça va dans le même sens. Donc ok, cette imbrication des rapports sociaux, j'essaye avec le concept de combinatoire straight de la penser aussi en train de se faire et d'une génération à l'autre, qui est quelque chose qui est un peu négligé dans l'analyse féministe et dans l'ensemble des analyses, me semble-t-il. Et donc c'est une manière de tenter aussi de donner une historicité ou de voir simultanément ce qui se passe à un moment M et puis ce qui se passe quand le temps s'écoule. Donc tout ça pour dire, la combinatoire straight, c'est comment fonctionnent les alliances matrimoniales en termes de classe, race et sexe, qui épouse qui, et à qui appartiennent les enfants selon qui épouse qui, et quel est le statut de l'alliance matrimoniale entre qui et qui. C'est-à-dire, il y a des mariages qui sont, ou des unions matrimoniales pour être plus général, qui sont considérées comme magnifiques, d'autres qui sont moyennes, d'autres qui sont interdites. Donc ça, jusque-là, c'est assez classique. Moi, je rajoute dans la combinatoire straight donc un autre type d'alliance que j'appelle les anti-alliances, et qui sont très caractéristiques de la période coloniale, me semble-t-il, des périodes coloniales, mais particulièrement d'Amérique latine et des Caraïbes. Et donc, je vois d'un côté les alliances légitimées, celles qui sont interdites, et les anti-alliances. Et les anti-alliances, donc, c'est le gros morceau de l'analyse. Mais pour l'instant, je vais dire autre chose. Donc, il y a les alliances, c'est horizontal,
Et il y a la filiation, c'est la dimension verticale, c'est la dimension le temps qui passe, et au fur et à mesure, comment ça évolue. Et donc, Alors, on va peut-être le dire, donc ça veut dire que la combinatoire straight, c'est un outil conceptuel pour penser la façon dont les gens vont vivre et s'allier et faire des enfants, c'est-à-dire ce qui a l'air d'être le plus naturel, mais qui n'est absolument pas naturel et qui est profondément transformé, notamment au moment, donc à partir du moment 1492, mais sur plusieurs siècles, et des zones géographiques immenses. Voilà. Et en fait, pourquoi straight ? Parce que donc Wittig, elle interroge la soi-disant naturalité du fait que les femmes épousent des hommes, ou ont des relations amoureuses et sexuelles avec des hommes, ou procréent avec des hommes. C'est trois choses différentes, et je pense qu'il faut les séparer. Mais elle dit ça, ça permet de dénaturaliser ces unions, et aussi qu'est-ce qu'on considère comme des hommes, qu'est-ce qu'on considère comme des femmes. Et je reprends ça pour dénaturaliser pourquoi les personnes appartenant à différentes catégories ou classes de race s'épousent ou ne s'épousent pas, et procréent ou ne procréent pas ensemble, et ou ont des rapports sexuels procréatifs ensemble. Et donc, c'est pas naturel, les personnes, par exemple, noires, ne naissent pas naturellement de l'union d'une personne noire avec une autre personne noire. Pas du tout, c'est pas comme ça. Ni, il n'est pas naturel que les blancs s'unissent entre eux avec des blanches, il n'est pas naturel, enfin bref. Et même que les hommes s'unissent avec les femmes, c'est pas naturel du tout. Voilà. Rien de tout ça n'est naturel. Tout cela est culturel, social, historique. Et de la même manière, ce qu'on appelle l'endogamie de classe ou l'exogamie de classe, le fait que, par exemple, des femmes de classe, on va dire, prolétaires, soient éventuellement amenées à essayer d'épouser des hommes bourgeois. Ou bien que, au contraire, les gens de la bourgeoisie, c'est ça, les gens de la bourgeoisie s'unissent entre eux, ou bien que les prolétaires restent entre prolétaires. Tout ça, c'est le fruit de règles sociales, d'institutions, et ça évolue sans cesse. Donc c'est organisé, ça change. Selon comment c'est organisé, les enfants qui naissent sont légitimes ou illégitimés, par exemple. Sont reconnus, ne sont pas reconnus, sont inscrits dans des arbres généalogiques ou pas, ou des arbres généalogiques de différentes formes. Et c'est ça qui m'intéresse. Ou ne naissent pas, ou sont aussi parfois infanticidés. Enfin, c'est aussi des choses qui sont alors, moins visibles, évidemment, mais qui peuvent arriver. C'est aussi quelque chose à quoi je m'intéresse, c'est-à-dire je m'intéresse essentiellement aux enfants qui sont créés, je ne dis pas produits, mais enfin des enfants qui sont amenés au monde et inscrits dans des classes sociales, dans des classes de sexe et dans des classes de race. Mais en effet, une fois qu'on est né, on peut encore être absorbé, extraite, changer de position par encore d'autres circonstances. C'est-à-dire il y a des adoptions forcées, il y a des vols d'enfants, il y a des abandons d'enfants, il y a des actions de l'État qui viennent, il y a des actions de l'Église qui viennent prendre, rendre, donner, trimballer, enfin bref. Les pensions, les orphelinats, voilà. les trafics d'enfants, enfin tout ça appartient voilà. aussi à la Et ce qui m'intéresse aussi de souligner, c'est l'importance de tous ces transferts forcés d'enfants, alors qu'on a tendance à, encore une fois, naturaliser, dire, un enfant, naturellement, c'est l'enfant de la femme qui l'a mis au monde, pas du tout. Et alors, quant à la paternité, on a tendance à complètement jeter un voile pudique dessus. Mais moi, j'insiste dans le livre sur comment le fait d'être génitrice ou géniteur n'implique pas nécessairement d'être mère ou père. Et voilà, comment c'est compliqué. Et aussi, j'insiste sur non seulement les logiques individuelles de ça, mais aussi les logiques collectives, et donc, encore une fois, les logiques institutionnelles. Et tout ça, selon l'endroit et l'époque, ça ne produit pas non plus les mêmes résultats. Donc, la combinatoire straight, c'est un outil pour analyser comment ça fonctionne en général, et aussi pour analyser comment ça fonctionne à un endroit précis, à un moment précis, puisque c'est la combinatoire straight, ce sont des règles et des institutions qui régissent tout ça, qui sont tout le temps en dispute, qui font tout le temps l'objet de rapports de force, et donc les personnes et les groupes et les institutions tirent chacune dans différents sens, soit par exemple comme, on va dire, Olympe de Gouges, pour faire reconnaître les enfants naturels, soit par exemple comme l'Église catholique, pour faire interdire les mariages de même sexe, soit comme par exemple aux États-Unis, les lois de ségrégation raciale qui interdisent les mariages entre guillemets, raciaux. Pour ça, il faut déjà avoir défini ce que c'est que soi-disant les races, et ainsi de suite. Donc, je propose cet outil pour comprendre plein de situations différentes et pour les dénaturaliser.
Et donc c'est un outil qui peut être repris par énormément de gens pour penser beaucoup de situations. C'est un genre d'énorme couteau suisse Alors je sais pas si la Suisse est très matrimoniale, mais c'est un outil conceptuel multifacette en quelque sorte pour penser les alliances et donc la création d'enfants plutôt que la production d'enfants. Alors, je dis ça aussi, je dis création d'enfants plutôt que production d'enfants parce que une des entrées dans la réflexion, et pour moi dans l'écriture et pour les gens dans le livre, c'était la production des producteurs et c'était la réflexion marxiste, on va dire, sur... Alors, il y a je voulais t'y amener, mais c'est Marx sur la production. Il y a Marx sur la reproduction sociale, là c'est déjà plus faible. Et sur la procréation, là, c'est carrément zéro. Est-ce qu'on peut récapituler ça? Parce que là, tu sais, moi, j'ai pas que des gens qui sont à la fac, qui nous écoutent. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment l'intérêt. Parce que Marx a quand même posé des bases hyper importantes pour comprendre ce qu'est la production. Mais hop, où est-ce que ça nous amène maintenant? Alors, disons, ok, Marx a expliqué, je ne vais pas revenir sur Marx peut-être, et la production, mais bon, voilà, ça c'était la grosse partie. Il met en évidence des rapports d'exploitation, la question de la plus-value, de son extorsion, etc. Bon. Sur la production, franchement, rien à dire. L'économie. Enfin, on pourrait dire des choses, mais vraiment, quand même, c'est assez... C'est solide. C'est le centre de son travail. Après, sur la reproduction sociale, c'est-à-dire ce qui se passe en amont de l'ouvrière ou l'ouvrier qui va à l'usine, par exemple, c'est-à-dire ce qui se passe généralement dans les foyers et puis aussi dans les collectivités, dans les communautés, c'est-à-dire l'entretien en quelque sorte de cette force de travail, là c'est déjà moins clair. Donc toute une partie du féminisme, typiquement par exemple Christine Delphi en 70, elle ouvre la voie, c'est une de celles qui ouvre la voie, mais il y a aussi beaucoup de femmes individuellement et dans leur vie quotidienne qui se rendaient bien compte qu'il y avait un problème de réaliser tout ce travail domestique invisible et jamais rémunéré. Ouais. Et donc il n'entre pas dans les analyses marxistes, il y a quelque chose de complètement occulté. C'est pas très bien pensé et c'est pas très bien articulé. C'est laissé de côté, ah bah là ça se fait tout seul. Tout seul s'appelle Bibi. Voilà. Ou s'appellent aussi éventuellement des personnes en esclavage, par exemple. Aussi. Ou s'appellent des femmes migrantes, ou même des hommes migrants, sous-payés, clandestinisés, etc. Bon, mais ça, donc, ça a quand même été travaillé depuis au moins les années 70, grâce au mouvement féministe et à la théorisation féministe. Et aussi notamment au féminisme marxiste et au féminisme matérialiste. Ok, donc ça, très bien. Mais il reste un gros domaine qui n'est pas très bien réfléchi, c'est le domaine de la... création des enfants. Donc on peut dire production quand on est dans un système capitaliste, parce que production c'est un terme qui fait référence ou qui nous emmène dans un univers de pensée où il y a notamment en général de l'exploitation. Mais c'est pas le cas à toutes les périodes, puisqu'il y a des périodes et des endroits où le système capitaliste n'est pas vraiment pleinement, on va dire, implanté. Donc moi je dis création d'enfants pour essayer, et avec la combinatoire retraite, j'essaye de pouvoir penser aussi des situations avant ou entre guillemets hors, c'est un peu difficile, mais bon, du mode de production capitaliste. Donc, voilà, la combinatoire straight, c'est aussi une tentative de penser, d'analyser, de produire de la théorie sur comment les enfants sont amenés au monde, on va dire. Je ne m'intéresse pas tellement à comment, qui les élève, qui les éduque, etc. Ça, c'est déjà dans la reproduction sociale. Mais avant la reproduction sociale, vraiment, on va dire, la mise en route du processus de la grossesse, et je ne m'intéresse pas non plus tellement à la grossesse elle-même, ça aussi c'est déjà fait, mais comment des personnes qui ont des utérus et des ovules sont amenées à rencontrer, trouver des spermatozoïdes, et souvent la personne qui va avec les spermatozoïdes, et dans quel cadre... Ça ne va pas toujours ensemble. Ça ne va pas toujours ensemble, voilà, justement, mais c'est tout à fait... comment ça marche, et en termes de position dans les rapports de classe et de race, ces personnes qui ont des utérus et des ovules, comment elles rencontrent des personnes qui sont également situées, qui ont également une position dans les rapports de classe et dans les rapports de race, et est-ce que ces personnes qui amènent les spermatozoïdes, est-ce que c'est des époux, est-ce que c'est des violeurs, est-ce que c'est des patrons, est-ce que c'est des des soldats, est-ce que est-ce qu'il y a une union entre des personnes, est-ce que se sont rencontrés très brièvement, est-ce que voilà, et selon ces conditions-là, dans tel endroit et dans telle culture,
les enfants qui naissent sont ou non considérés comme appartenant à la lignée de la femme qui les a engendrés, qui est éventuellement considérée comme mère ou pas, ou alors est-ce qu'ils sont considérés comme appartenant à la lignée de l'homme qui les a engendrés? Est-ce qu'on sait qui c'est déjà? Voilà, enfin bref. Donc le livre, il tourne vraiment autour de considérations là-dessus qui sont en général pas pensées, pas développées, alors qu'en fait, dans le marxisme notamment, la principale, je simplifie un petit peu, mais la principale source de richesse, c'est cette force de travail, et cette force de travail, on ne sait pas d'où elle sort. Elle arrive. Voilà, elle arrive juste en génération spontanée, c'est très 19e ça. Ça c'est pour moi. Mais alors, donc, tu vois, je trouve absolument fascinant la façon dont tu vas penser et donner des mots à l'impensé, mais aussi comment la combinatoire Sweat permet de voir qu'il ne s'agit pas seulement de révéler des rapports sociaux qui apparaîtraient et qui seraient visibles par ces alliances que tu montres, alliances et filiation, mais que ce sont aussi des productions de ces rapports sociaux, de sexe, de race et de classe. C'est-à-dire que les stratégies, par exemple matrimoniales, ou de production d'enfants, sont aussi des choses qui vont légèrement... Parfois, alors les individus ne bougent pas beaucoup les lignes institutionnelles, mais ça va, dans un mouvement dialectique, je pense, mais ça va aussi bouger quand même ces lignes catégorielles. Peut-être qu'il faut donner des exemples, parce que ça devient plus clair, mais déjà, alors, il y a la question de la bâtardise et la question du métissage, qui ne sont pas toujours le fruit de relations forcées, hein, mais qui quand même souvent le sont, et notamment dans le cadre colonial. Mais je m'intéresse notamment à penser, par exemple, comment ça marche, si on prend le cas de Louise Michel, donc relativement une communarde importante, très importante. En fait, sa mère, c'était une femme de classe populaire qui travaillait pour un homme bourgeois qui l'a mise enceinte dans un cadre hors mariage. Cependant, donc la mère n'a jamais réussi, en tout cas, ils ne se sont jamais mariés. Je ne sais pas si la mère a essayé d'obtenir une reconnaissance de sa fille. Le fait est qu'il n'y a pas eu de reconnaissance formelle. Cependant, le père a contribué à ce que, le géniteur, on va dire, a contribué à ce que Louise Michel ait une certaine éducation qui lui a permis de devenir institutrice. Donc là, on voit une différence dans les rapports sociaux de sexe. Dans les rapports de race, ils sont tous les deux, on suppose, blancs, en tout cas, ou européens, ou français, il n'y a pas de raison par rapport disons, comment on l'aurait nommé dans le contexte. Et en tout cas, en termes de classe, là, par contre, il y a une différence. Cette différence de classe, dans le cadre de la combinatoire straight de l'époque, permet que la relation ait lieu, permet qu'un homme de classe dominante force on imagine que c'est forcé, on ne sait pas, je ne sais pas, en tout cas, une femme de classe populaire, dans le cadre d'ailleurs d'un rapport de travail rémunéré, l'amène à être enceinte et à mener la grossesse à terme, et la combinatoire straight est ainsi configurée qu'il peut se permettre de ne pas l'épouser, et il peut quand même aussi considérer qu'il lui revient quand même, peut-être, d'une certaine manière, de contribuer à l'éducation de l'enfant qui est né. Le fait que l'enfant soit considéré comme une fille ne produit pas le même résultat que le fait que l'enfant soit considéré comme un garçon. Peut-être que s'il est un garçon, le géniteur aurait d'autres égards. Enfin, historiquement, ça se voit relativement souvent, mais ça dépend. Et le destin, on va dire, de Louise Michel est marqué aussi par ce cadre de naissance. Voilà. Et la combinatoire straight, elle permet de réfléchir à comment tout ça est organisé. Peut-être pour donner un autre exemple, et parce que en fait, je m'appuie aussi, où je réfléchis en termes anthropologiques, et c'est intéressant de voir qu'il y a des cultures qui sont patrilinéaires, c'est-à-dire que la transmission et l'inscription dans le lignage se fait par voie masculine et donc paternelle. Il y a des cultures et des sociétés qui sont matrilinéaires, où donc la transmission, le lignage, est en lignée maternelle. Et la colonisation européenne, elle a aussi notamment contribué à imposer à beaucoup de populations qui étaient matrilinéaires des logiques patrilinéaires. Et ça, c'est une transformation historique qui est très significative et très importante. C'est encore une autre histoire, mais c'est une autre
perspective d'entrée dans la combinatoire straight. Donc, pour donner un exemple collectif et dans le cadre colonial et un petit peu plus ancien, c'est tout à fait intéressant de voir comment, dans ce qui est maintenant le Canada, les colons français et anglais, qui pratiquaient à l'époque notamment la traite de fourrure, donc il y avait des jeunes Français et des jeunes Anglais qui rentraient le long des fleuves, allaient dans ce qu'ils appelaient le pays d'en haut, les forêts, etc., chercher ces peaux qui étaient issues d'animaux chassés par des populations autochtones. Une partie de ces populations autochtones, pas nécessairement toutes, mais une partie fonctionnait selon des logiques matrilinéaires. Et donc une partie des jeunes hommes français et anglais qui rentraient dans la forêt restaient assez longtemps et entraient dans des unions apparemment consenties et socialement acceptées par ces populations plutôt matrilinéaires. Donc c'était des espèces d'unions non permanentes mais officielles, légitimes pour les communautés autochtones. De ces unions naissaient des enfants et ces enfants étaient dans le cas de populations matrilinéaires, rattachés aux communautés des femmes. Donc ces enfants étaient considérés comme autochtones par leur mère, par les communautés de leur mère, et les pères étant plutôt patrilinéaires, éventuellement les emmener à un certain moment recevoir une certaine formation, y compris peut-être en France ou en Angleterre. Donc les enfants pouvaient éventuellement apprendre le français ou l'anglais, mais quand même étaient principalement rattachés au côté maternel. Donc petit à petit, une langue s'est élaborée et surtout une population s'est construite, qui est une population qui, dans notre logique à nous, est une population métissée. Leur nom de groupe, c'est Métis, en fait métis, avec les métis, ou Michif, donc en langue, est-ce que ce serait une forme de créole en quelque sorte? En tout cas, c'est une langue qui est considérée comme une langue autochtone. Et à l'heure actuelle, dans la logique du Canada et des populations autochtones du Canada, ce grand groupe de population est considéré non pas comme un groupe de population métisse, mais comme un groupe autochtone, officiellement inscrit comme autochtone. Et en fait, c'est aujourd'hui, le troisième plus grand groupe autochtone du Canada, numériquement. Donc c'est intéressant, et ça c'est du fait de la combinatoire straight, de ces groupes, de cette époque, et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc en fait on voit que c'est pas du tout naturel de considérer que les gens, qu'ils sont blancs, qu'ils sont autochtones, qu'ils sont métis, ça dépend d'une construction culturelle qui est liée à des règles d'union et des règles de filiation. Voilà. Est-ce que ça donne suffisamment d'explications? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est là qu'on voit que tout ça n'est pas du tout naturel. Il y a d'autres, parce que j'ai essayé d'expliquer comment les règles peuvent changer, qui les fait changer, etc. Bien entendu, un autre grand cas de figure, qui est celui qui est en général plus connu, c'est les États-Unis, et le fait qu'aux États-Unis, la définition de la race, et en particulier qu'est-ce que c'est qu'être noir ou qu'est-ce que c'est qu'être autochtone, mais en fait aussi qu'est-ce que c'est qu'être blanc ou blanche, c'est quelque chose qui dépend de lois et qui a évolué, qui s'est transformé au fur et à mesure de notamment l'institution esclavagiste et puis de son abolition. Mais je vais dire une autre chose avant quand même, ce qui est intéressant et que souvent on ne sait pas, là je crois que c'est vraiment quelque chose de central, c'est que déjà l'institution de l'esclavage est aussi une institution historique qui n'a pas toujours existé de la même manière, et que quelque chose qui a été déterminant, ça a été un changement donc, dans la combinatoire straight de l'époque, parce que pendant longtemps dans la common law, c'est-à-dire dans la loi anglaise, donc l'Angleterre colonisant ce qui deviendrait les États-Unis, la responsabilité d'un enfant né hors mariage incombait partiellement au géniteur. Je fais la différence toujours entre géniteur père et génitrice mère. C'est pas forcément la même chose. Mais donc, pendant un certain temps, si un homme avait un enfant hors mariage, par exemple avec une femme en esclavage, la question n'est pas qu'elle soit noire ou pas, elle est en esclavage, elle n'est pas libre, mais l'enfant est quand même en partie sous la responsabilité du géniteur. Donc, il y a une jurisprudence, Elizabeth Kay,
parce qu'à un moment donné, donc au début de la colonisation de l'État de Virginie, un homme européen et libre a eu un enfant avec une femme en esclavage, mais cet enfant, une fille, devait suivre normalement le statut du père, et en tout cas, enfin du géniteur. Ce géniteur, à un moment donné, doit rentrer en Angleterre, laisse l'enfant avec une lettre pour le grand-père en disant, naturellement, quand cet enfant, quand ma fille aura 15 ans, tu la libéreras. Très bien. Mais en fait, le grand-père ne fait pas ça du tout, et en fait, il vend, non seulement il ne la libère pas, mais il vend cet enfant, qui, selon notre critère à nous, par ailleurs, serait métis. Mais ça n'a aucun intérêt, aucune importance pour la réflexion de l'époque, dans le cadre de pensée de l'époque. Donc, cette jeune fille est vendue à une plantation qui, en même temps, achète des travailleurs sous contrat, donc qui sont, à l'époque, c'est une autre forme qui est proche de la mise en esclavage, mais qui n'est pas une mise en esclavage, notamment parce qu'elle n'est pas à vie. Donc, ok, la plantation achète aussi les travailleurs sous contrat anglais, ou peut-être irlandais, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, qui ne viennent pas du tout d'Afrique. L'un de ces travailleurs sous contrat acheté est un avocat. Il se rencontre avec la fille et en fait, ils plaident à un moment donné, ils attaquent la plantation et cette jeune femme plaide le fait que normalement, elle est la fille d'un homme libre et elle doit être libre. Et finalement, elle gagne, et ça fait une jurisprudence, selon laquelle, donc, la fille d'un homme libre est libre. Et non pas la fille d'une femme en esclavage est en esclavage. Radicalement différent. Quelques décennies plus tard... Et pas une décision individuelle, ça devient quelque chose qui se généralise à tous les gens concernés par ces lois-là. C'est une jurisprudence. En Virginie, qui est à l'époque, on va dire, le cœur battant de la colonisation anglaise de ce qui va devenir les États-Unis. Donc c'est tout à fait significatif. Cependant, quelques décennies plus tard, il y a un changement politique en Angleterre qui amène un changement politique dans les colonies, et notamment en Virginie, et le nouveau gouverneur de Virginie décide, se lance dans la plantation de tabac après avoir exproprié une grande surface de terre agricole, et pour la plantation de tabac, qui est économiquement à ce moment-là grosse activité très rentable, donc il va avoir besoin de main-d'œuvre et il estime que l'esclavage va être la bonne manière de se fournir en main-d'œuvre. Et à ce moment-là, il obtient la promulgation d'une loi en Virginie qui va complètement contre la jurisprudence Elizabeth Key, qui reprend par contre le code de la Barbade et les pratiques donc, dans d'autres colonies anglaises. Il instaure le fait que en fait, le statut de l'enfant va suivre le statut de la mère. Et donc là, ça change radicalement les choses, puisque à partir de ce moment-là, premièrement, l'esclavage devient une institution qui peut être éternelle, au sens où tant qu'il y aura des femmes en esclavage qui auront des enfants, il y aura des personnes en esclavage, leurs enfants seront en esclavage, donc ça peut durer 20 000 ans. Ou 30 000 ans, enfin ça devient éternel, premièrement. Et deuxièmement, donc ça c'est une transformation parce qu'on passe d'une logique patrilinéaire quelque part à une logique matrilinéaire, curieusement. Première transformation, l'esclavage devient une institution éternelle. Et deuxième transformation extrêmement importante, c'est que du coup, il devient intéressant économiquement d'obliger les femmes en esclavage à porter des enfants, parce qu'elles vont devenir la propriété de quelqu'un. Donc c'est particulièrement intéressant pour le propriétaire de cette femme, mais à la limite, ça peut être intéressant pour l'ensemble des gens qui ont des intérêts dans la colonie. Et ça devient intéressant donc, de l'obliger à porter les enfants, donc ça devient intéressant, entre guillemets, économiquement, de violer des femmes en esclavage et de les obliger à porter les enfants de ce viol. Donc en fait, là, on voit aussi que les violences génitalisées, je préfère dire que les violences sexuelles, ne sont pas, leur cause fondamentale n'est pas du tout à chercher du côté d'une lubricité des hommes ou je sais pas quoi, mais d'un intérêt économique concret de création d'enfants qui vont être de la main-d'œuvre. Et plus qu'une opportunité, c'est vraiment un intérêt matériel, économique, en plus de choses psycho-affectives qui ne nous intéressent pas tellement. Quoi. Voilà, intérêt qui est créé par un changement législatif. Et je pense que c'est vraiment important de voir combien,
à la fois les logiques de l'esclavage, et donc en partie de la race, et les logiques des rapports sociaux de sexe sont complètement liés à des systèmes légaux. Et ces systèmes légaux, ils peuvent évoluer, ils peuvent empirer ou s'améliorer en fonction d'intérêts matériels concrets, en fonction de luttes concrètes aussi des gens. Qui vont bouger ou non ces oppressions. Alors même que... Alors, là, j'ai le cerveau qui commence à partir, mais ça, c'est... Je t'ai dit, en ce moment, je fais que caler. Mais non, mais ce que je trouve absolument sidérant, c'est que la matrilinéarité, on a un peu tendance à se dire, oh là là, c'est super, bah, ça dépend du contexte économique global, parce que matrilinéarité peut devenir une malédiction pour toute ta descendance quand tu es touché ainsi par la situation d'esclavage, par exemple. Tout à fait. Et cette collectivisation aussi de l'intérêt de certaines violences est absolument sidérant, en fait. Alors, voilà, une autre chose que j'essaie de comprendre dans le livre, c'est justement ce que j'appelle les logiques collectives de production d'enfants, logique masculine collective. Parce que ce qu'on a parfois du mal à comprendre, ou que quelquefois on appelle l'irresponsabilité paternelle, etc., en fait, on peut l'analyser comme une stratégie collective de production d'enfants de la part des hommes, qui a des effets et un intérêt matériel tout à fait concret. C'est-à-dire, voilà, le fait de ne pas se soucier de sa progéniture, c'est aussi lié à un type de combinatoire straight, enfin, un ensemble de combinatoires straight différentes, mais qui ont en commun de permettre, par exemple, cette production d'enfants hors mariage pour les hommes, et d'obliger un certain type de femmes, en termes de classe ou en termes de race, à produire des enfants sans père. Voilà. Parce que ça devient une main-d'œuvre. Parce que ça devient une main-d'œuvre, ou parce que ça peut devenir aussi des intermédiaires culturels et politiques, par exemple, puisque les populations... Alors, le métissage, peut-être il faut démystifier et complexifier cette idée du métissage, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos des 1000 chiffres du Canada, ce que nous, aujourd'hui, depuis un point de vue européen, par exemple, on considérait comme des personnes métisses, ne le sont pas forcément selon le type de combinatoire straight qui prévaut à un endroit et à un moment donné. Mais le fait de produire des personnes qui sont intermédiaires ou dont le statut n'est pas très bien défini entre, par exemple, une classe bourgeoise et une classe prolétaire, ou bien entre une classe de race blanche et une classe de race noire, ou une classe de race indienne, autochtone, le fait de produire ces personnes qui sont dans une espèce d'entre-deux peut être une manière aussi de chercher à créer, par exemple, un groupe social intermédiaire qui va produire des contremaîtres, par exemple, ou bien qui va produire une espèce d'élite politique locale à travers laquelle on pratiquera un type de colonialisme de type anglais, indirect rule. Voilà. Donc, en fait, ça peut servir des intérêts strictement économiques, mais aussi des intérêts politiques tout à fait considérables dans le cadre colonial. Après, qu'ils soient ou non conscients pour les gens qui pratiquent individuellement. Tout à fait. Voilà. Ça, il faut quand même toujours le dire, on parle d'autre chose. Je le rappelle en passant, je t'ai interrompu. Oui, non, mais je pense que c'est important. Ouais. C'est à la fois en partie inconscient de la part des individus, mais c'est pas nécessairement si inconscient que ça. Enfin, comment dire. Et moi, une des choses qui m'intéresse, c'est de montrer les logiques structurelles. Voilà. Derrière cette accumulation d'actes individuels, de donner du sens et d'aller au-delà de c'est des brutes, c'est la violence, au-delà de l'idée que, par exemple, que les hommes seraient des brutes intéressés seulement par le sexe, ou bien aussi d'aller au-delà de l'idée que les blancs seraient ou les blanches seraient des brutes. C'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça dépend d'un cadre d'opportunité, en fait. Comme la violence de manière générale, la violence peut être exercée parce que d'un côté elle est impunie et de l'autre côté parce qu'elle produit des résultats utiles pour les gens qui l'exercent. Sinon elle n'a pas lieu d'être et du coup elle n'advient pas en général. Et ça c'est beaucoup plus fort que des essences, pour le dire très clairement, et c'est profondément du matérialisme et du féminisme matérialiste. Alors peut-être pour boucler un peu la boucle sur cette question de création d'enfants, vraiment, je pense que la combinatoire straight, c'est un outil utile pour... Il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter qui connaissent le travail de Paola Tabet. Paola Tabet, c'est une anthropologue italienne, et vraiment, je trouvais très intéressant son travail qui s'appelle
fertilité naturelle, reproduction forcée, où elle s'interroge sur et elle montre que on peut penser la procréation comme un travail au sens marxien. C'est-à-dire qu'elle montre que la procréation, ce n'est pas une activité naturelle. Elle montre que c'est très organisé socialement, que de manière générale, les femelles de l'espèce humaine ne sont pas très fécondes et fertiles, et que c'est, encore une fois, très organisé culturellement, historiquement, etc. Elle montre que, notamment, le processus de production d'enfants, il peut être décomposé entre la grossesse et l'allaitement, par exemple. Ça, déjà, c'est une... Et ça ne va pas nécessairement ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des nourrices, et c'est aussi pour ça qu'il y a des femmes tenues en esclavage qui allaitent les enfants des autres, etc. Enfin, tout ça, ça peut être très séparé, décomposé, etc. et organisé. Elle montre aussi que le fait de pratiquer des relations sexuelles fécondantes au bon moment, tout ça, il y a beaucoup de cultures où c'est complètement planifié. Pour augmenter et non pas pour réduire la fécondité. Voilà, merci, parce que souvent, en effet... Ça m'a beaucoup marqué quand je t'ai lu. On a l'impression qu'on essaie d'éviter les enfants. Pas forcément du tout. Voilà. Ça dépend qui. Mais c'est Paola Tavet qui le dit. Elle dit que, justement, du fait que la fécondité naturelle des femelles de l'espèce humaine est en général assez basse et qu'il n'y a pas d'évidence du moment fertile, on va dire, en fait, donc, les femmes, tendanciellement, ne produisent pas tant d'enfants que ça. Donc beaucoup de sociétés sont organisées pour maximiser la production d'enfants et non pas la minimiser. Donc le contrôle de la fertilité, c'est pas seulement le contrôle à la baisse, c'est aussi le contrôle à la hausse. Et en fait, donc elle montre en tant qu'anthropologue que beaucoup de sociétés maximisent. Et de plein de manières différentes, et notamment en organisant et en forçant souvent la rencontre entre les porteurs de spermatozoïdes et les porteuses d'ovules et d'utérus. Voilà. Notamment par la cohabitation quotidienne. Voilà, les liens du mariage, l'obligation sexuelle dans le mariage, qui n'est pas du tout une évidence, et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à très récemment, le viol conjugal n'était pas considéré comme un viol. Bon, voilà. Donc ça, c'est Tavet qui montre ça, et j'essaie de prolonger sa réflexion en montrant comment ça marche aussi historiquement, en introduisant encore une fois les rapports de classe et les rapports de race, qu'elle prend pas exactement en compte, même si elle parle de plein de sociétés différentes. Voilà, j'essaie de systématiser un peu cette discussion et de la prolonger parce que curieusement, après avoir écrit cet article, qui est un article très important, elle-même n'a pas continué dans cette direction et elle n'a pas été reprise, comme beaucoup d'intuitions géniales des féministes matérialistes, et donc une autre intuition géniale des féministes matérialistes qui n'avait pas été reprise et que j'essaie de reprendre dans le livre. On va remontrer. C'est cette question de la matrilinéarité versus patrilinéarité, et c'est le travail passionnant et extrêmement important de Nicole Claude Mathieu et Martine Gestin qui s'appelle « Une maison sans fille est une maison morte », où elle montre qu'il existe encore d'assez nombreuses et de très importantes sociétés matrilinéaires et également en même temps uxorilocales, c'est-à-dire où la résidence des couples, c'est-à-dire quand un couple se marie, le couple va s'installer chez l'épouse ou la famille de l'épouse au lieu de s'installer comme on a l'habitude dans les sociétés patrilinéaires et virilocales, au lieu d'aller s'installer chez la famille de l'époux. Et donc du coup, c'est le mari et non pas la femme qui éventuellement doit faire face à une nouvelle culture, un nouveau contexte, une nouvelle langue, une nouvelle nationalité, une nouvelle religion, de nouveaux amis, un nouveau cadre de travail, etc. Quand c'est l'épouse, on est habitué, ça nous semble normal, tant pis pour elle. Quand c'est l'homme, là on constate qu'en fait ça peut être socialement très affaiblissant de devoir changer de lieu de résidence. Et quand c'est les hommes qui changent de lieu de résidence et les femmes qui restent chez elles, du coup, ça produit un moins grand différentiel de pouvoir entre les hommes et les femmes. Ça peut compenser, ça peut produire une moins grande inégalité de sexe. Donc, ce travail de Nicole Claude Mathieu et Martine Gestin, extrêmement intéressant sur la matrilinéarité et l'uxorilocalité, publié en 2007, n'a eu quasiment aucun écho, alors que c'est un travail extrêmement important et qui montre donc ces sociétés qui sont, pas le contraire, mais qui sont
vraiment différentes des sociétés étudiées par l'anthropologie dominante, typiquement Lévi-Strauss par exemple. Donc Lévi-Strauss, il a beaucoup raisonné sur des sociétés essentiellement patrilinéaires, virilocales, et toute la réflexion sur l'échange des femmes, l'interdit, le tabou de l'inceste et tout ça, c'est des réflexions qui disent que c'est universel, alors qu'il manque un énorme pan, un pan important en termes quantitatifs et aussi en termes théoriques, qui sont des sociétés matrilinéaires et ou uxorilocales. Donc en fait, tout le raisonnement de Lévi-Strauss, et aussi d'une certaine manière, là on revient sur Wittig, dans La pensée straight, elle critique l'anthropologie structuraliste de Lévi-Strauss, et elle critique la psychanalyse, notamment lacanienne, qui sont en fait basées sur des sociétés essentiellement patrilinéaires et virilocales, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout les seules qui existent. Et curieusement, ce sont par contre des modèles de société plutôt typiquement occidentaux, et là, ça fait le lien avec le fait que ces sociétés occidentales, elles sont colonialistes. Et elles sont issues du processus colonial. Alors ça, ce lien-là, je ne suis pas sûre qu'il soit super clair pour tout le monde, de passer de cette construction occidentale, virolocale, au colonialisme. Alors justement, c'est là qu'on boucle la boucle avec Maria Lugones. Maria Lugones, elle dit dans son article, donc la philosophe argentine décoloniale, elle dit l'imposition du genre moderne colonial qui a lieu en 1492 bouleverse des sociétés qui sont très différentes les unes des autres. Alors elle n'a pas le temps de rentrer dans le détail dans son premier article, c'est peut-être justement un des points faibles, mais en fait il y a des milliers de sociétés autochtones quand les envahisseurs européens débarquent. Il y a des milliers de sociétés très différentes les unes des autres, mais une partie d'entre elles, ce sont des sociétés qui ne sont pas inégalitaires comme ce qu'on connaît aujourd'hui sur le plan des rapports sociaux de sexe, et où il n'y a pas non plus de rapport de classe d'ailleurs, et qui sont entre guillemets plus démocratiques, même si c'est un anachronisme ou je sais pas comment on peut dire, enfin c'est déplacé d'employer le terme de démocratie, mais ce sont des sociétés, en tout cas dit Lugones, elle les appelle gynocratiques et gynocentriques, c'est une autre manière de dire. Moi je préfère le vocabulaire de l'anthropologie plus classique en quelque sorte de Nicole-Claude Mathieu, mais ça va dans le même sens. En tout cas, c'est des sociétés où les femmes ne sont pas du tout nécessairement écrasées, où d'ailleurs elles ne sont pas nécessairement, les femelles et les mâles ne sont pas nécessairement considérés comme devant devenir des hommes, devant devenir des femmes, c'est pas forcément des sociétés binaires, voilà, c'est pas forcément binaire. Bon, voilà. Il y a une variété, hein, encore une fois. Mais ce sont des sociétés où il y a des personnes que les Européens, rétrospectivement, ont considérées comme des femmes, qui peuvent être par exemple dirigeantes politiques, dirigeantes spirituelles, ou en tout cas avoir un rôle spirituel important, un rôle politique, un rôle économique, bien différent de ce qu'aujourd'hui on connaît comme soi-disant les rôles féminins. Donc ces sociétés qui sont organisées très différemment et de manière moins inégalitaire sont violemment percutées par une imposition européenne, à l'époque, donc en fait espagnole et portugaise au début, une interruption très violente et une imposition d'autres fonctionnements où là, ça va être des personnes considérées comme des mâles et considérées comme des hommes qui vont prendre le pouvoir économique, prendre le pouvoir politique, prendre le pouvoir religieux, notamment avec l'imposition religieuse du christianisme, avec un monothéisme où Dieu est un homme, son fils est un homme, ils sont tous des hommes, le clergé c'est des hommes, etc. Et une binarité très, très asymétrique. Voilà, et où l'hétérosexualité, comme nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des femmes, il y a des hommes, et ils doivent s'unir, etc. Bref, donc c'est l'imposition de tout ça, c'est ça que décrit Maria Lugones, et c'est ce que j'essaye d'expliquer de manière beaucoup plus détaillée avec cette histoire de combinatoire straight. Mais pardon, donc pour expliquer la logique coloniale, donc ça veut dire que les colonisateurs européens ont imposé un système, entre guillemets, patriarcal, une forme de patriarcat qui n'existait pas nécessairement, il pouvait exister, peut-être sous d'autres formes, mais qui en partie n'existait pas dans des sociétés précoloniales, antécoloniales, en Amérique latine, enfin dans ce qu'on appelle maintenant l'Amérique latine et les Caraïbes, et aussi d'ailleurs dans toute une partie de l'Afrique qui a été colonisée un petit peu avant et qui continue d'être colonisée à cette période par les Européens. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que, pour le dire d'une autre manière, un peu simplifiée, mais bon,
on voit que, alors que le monde occidental aime à se présenter comme plus égalitaire, plus en avance, etc., en réalité, le processus colonial depuis 500 ans imposé par l'Europe a souvent, au contraire, été au détriment de la position de ce qu'on considère maintenant comme des femmes dans des sociétés qui étaient peut-être beaucoup moins inégalitaires et organisées de manière très différente. Et aussi où la violence, ou les violences sexuelles, que je préfère appeler des violences génitalisées, n'étaient peut-être pas aussi importantes. C'est une autre dimension de la combinatoire straight, qui est vraiment sur, pour le dire de deux manières différentes, l'imposition de ces nouvelles logiques d'organisation sociale, elle est faite par la violence et notamment par la violence génitalisée, par des viols notamment et des grossesses forcées. Et l'exercice de ces violences produit en forme de boule de neige, disons, de plus en plus de violence. Donc c'est à la fois un instrument, les violences génitalisées, et une conséquence, à mon sens en tout cas, du processus colonial européen. Pour les colonies, mais aussi un retour en Europe, et avec pas une création, mais un renforcement du genre, également en métropole par exemple. Voilà, de manière dialectique, voilà. Et c'est pas pour replacer l'Europe au centre, etc., et pleurer sur... Mais dans les faits, en effet, Lou Godess le dit aussi d'une autre manière, mais elle dit l'imposition du genre moderne colonial, il y a une imposition pour les peuples colonisés, et aussi une imposition en retour du côté des colonisateurs, colonisatrices. Même si, évidemment, c'est quand même, d'une certaine manière, moins douloureux du côté colonisateur, mais c'est quand même problématique. Et elle sait très bien que les femmes européennes, qui après seront considérées comme blanches, sont également opprimées, mais pas du tout de la même manière. Et tout en étant opprimées, elles oppriment les femmes et les hommes colonisés, mais pas de la même manière que les hommes européens puis blancs vont les opprimer. Voilà. Mais c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas que des bourreaux et des victimes, mais qu'on peut être les deux en même temps, et que c'est là aussi un peu binaire, un peu manichéen comme pensée, et que ces oppressions donc se combinent en permanence. Elles se combinent, et il y a aussi la dimension de la classe, comme l'avait très bien montré donc déjà dans les années 70 les féministes noires états-uniennes du combat River Collective, et puis plein d'autres. Mais voilà, c'est vraiment... presque tout le monde est à une position complexe qui n'est ni complètement de pouvoir, ni complètement d'absence de pouvoir, ni complètement dominante ou oppresseur ou exploiteur, ni complètement exploité, opprimé, dominé, mais quelque chose de beaucoup plus complexe. Et voilà, sans rentrer dans le... Là, c'est une autre histoire, mais c'est très complexe. Et puis, c'est relatif. C'est relatif à des périodes historiques, des endroits et des types d'interactions particuliers. Mais c'est ce que je trouve extrêmement fort dans cet outil conceptuel que tu proposes, c'est que cette combinatoire, elle permet aussi de ménager des émancipations possibles, des échappées. Alors non pas forcément des choses, un grand soir ou comme ça, mais déjà des stratégies individuelles d'agentivité, et tout de même de voir que, alors que c'est très violent, que c'est une imposition qui est massive, c'est une imposition qui est aussi relative et qui pourra se déplacer. Alors justement, un autre objectif du livre, c'est de montrer que les femmes, notamment tenues en esclavage, faisant l'objet du racisme, prolétarisées, etc., sont en mesure, et en tout cas s'efforcent sans cesse de quand même élaborer des stratégies à la fois individuelles et ou collectives pour changer la situation, la leur, celle de leurs enfants, et puis de manière plus générale. Donc notamment à travers cette question de l'entrée éventuellement dans des formes d'alliances légitimées. Donc pour le dire plus concrètement, une des parties de ça, c'est pour des femmes qui sont tenues en esclavage dans des périodes et dans des endroits où l'esclavage existe, et qui se voient imposer des grossesses par des propriétaires, qui peuvent être blancs ou pas d'ailleurs, mais en tout cas il y a une différence de classe et une différence de sexe, et une imposition de grossesse. Elles peuvent soit essayer de mettre fin à ces grossesses, soit si elles sont obligées ou si elles choisissent de mener à terme ces grossesses et d'avoir des enfants, selon la configuration, elles peuvent élaborer des stratégies très patientes, très subtiles et très complexes pour, à terme,
essayer de faire en sorte que leur enfant soit éventuellement reconnu par le géniteur, et ou essayer d'obtenir une union avec le géniteur, peut-être un mariage, et ou leur propre affranchissement à un moment donné. Donc c'est des stratégies qui sont vraiment complexes. Et une chose que je veux dire, c'est pas genre, ah, comme elles étaient sexy, elles ont réussi à se faire épouser. C'est pas du tout ça qui est le regard souvent très sexiste et raciste qui peut être posé sur elles, et ou classiste. C'est pas ça, je dis pas elles tirent leur épingle du jeu, je dis elles exercent une agentivité dans un cadre extrêmement défavorable et cruel. En général, en premier lieu pour les enfants qu'elles ont été obligées de procréer, et quelquefois aussi en retour pour elles. Et elles font preuve vraiment d'une capacité d'analyse et de mise en œuvre de stratégie qui est remarquable et que je veux souligner comme quelque chose de vraiment extraordinaire, quoi. Voilà. En même temps, du côté des hommes, par exemple, le fait de violer une femme, ça peut aussi, disons, le mariage qui fait suite, l'entrée dans une union légitime qui fait suite à un viol et une grossesse forcée, n'est pas forcément toujours le résultat d'une stratégie subtile et victorieuse d'une femme. Ça peut être aussi, malheureusement, le résultat d'une stratégie cruelle d'un homme pour obliger une femme ou une famille à l'épouser, l'homme, ou bien obliger une famille à donner, entre guillemets, sa fille au violeur. Mais c'est le mariage par rapte, voilà. Donc, qui est déjà le mythe romain de l'enlèvement des Sabines, enfin... Tout à fait. Donc, en fait, c'est pour montrer le lien entre les logiques de procréation et les logiques d'union matrimoniale, lien qui peut être dans un sens donc du mariage vers la filiation ou bien de la filiation vers l'union matrimoniale, et montrer la complexité des stratégies, encore une fois, individuelles, parfois familiales ou parfois groupales, des uns et des autres dans ces alliances. Et montrer vraiment la complexité, la réversibilité et les luttes autour de ça aussi. C'est vraiment l'envers des récits, voire l'envers des contes. Ils leur firent beaucoup d'enfants et quelques-unes essayèrent d'être heureuses quand même, en fait. C'est en quelque sorte. Mais je ne veux pas, comment dirais-je, les hommes peuvent être aussi, entre guillemets, en mauvaise position dans tout ça. Hein. Je ne dis pas du tout que les hommes sont toujours nécessairement, puisqu'encore une fois, tout dépend des positions de classe, de race de chacun et chacune, et du contexte historique de quelle est la combinatoire straight qui encadre tout ça à ce moment-là. Quel est le type de combinatoire straight qui encadre ça? Quelles sont les alliances qui sont considérées comme légitimes? Quelles sont les alliances qui sont considérées comme interdites? Et quelles sont les anti-alliances? J'ai pas encore dit ce que c'était les anti-alliances. Je pense que c'est important. Donc les anti-alliances, c'est un concept que je propose, une catégorie, et qui est en fait la catégorie clé de la combinatoire straight, des différentes combinatoires straight historiques. Je distingue des anti-alliances relatives et absolues. Dans les relatives, je mets deux catégories. Je mets fondamentalement la catégorie travail du sexe prostitution, selon le degré de choix des personnes qui sont travailleuses au travers du sexe ou prostituées. Et je mets aussi différentes formes de viols, pas du tout tous les viols, puisque il peut y avoir bien sûr des viols conjugaux dans des alliances considérées comme légitimes, par exemple, mais je mets principalement les viols esclavagistes et ancillaires, c'est-à-dire donc par exemple des femmes tenues en esclavage, des travailleuses domestiques migrantes, ou peut-être des épouses d'ailleurs, qui fonctionnent comme des domestiques. Là on voit la capillarité justement. C'est pas si étanche que ça. Voilà, puisque certaines femmes, certaines travailleuses domestiques vont devenir des épouses, certaines épouses sont... Bref. Et puis aussi ce que j'appelle les viols de guerre et les viols coloniaux. Je pense qu'on comprend assez bien de quoi il s'agit. Donc, dans ces différentes catégories d'anti-alliances relatives, des enfants sont produits ou sont créés, et selon comment ça fonctionne, en termes de classe, de race et de sexe, quel est le cadre de cette combinatoire straight, à qui les enfants, de quel côté les enfants vont tomber, à qui ces enfants vont appartenir. Donc ça, c'est les anti-alliances relatives. Et je propose aussi d'inclure dans la réflexion sur l'union matrimoniale, je propose d'inclure les anti-alliances absolues que je définis comme des relations sexuelles ou des relations génitalisées, plus exactement, imposées à des enfants qui ne sont pas en âge de procréer. C'est physiologiquement, je veux dire. Donc,
c'est un peu paradoxal parce que c'est des alliances, je l'appelle alliance matrimoniale, anti-alliance absolue, mais quand même, je vais rentrer dans les alliances matrimoniales, non procréatives. Alors que toutes les autres, ce qui m'intéresse, c'est leur dimension procréative. Là, il n'y a pas de procréation possible, tant que les enfants restent pas en âge de procréer, puisque après, ça peut évoluer vers un autre type d'anti-alliance, justement relative, mais ça me semble très important de replacer ces anti-alliances absolues, qui sont en fait donc des relations pédocriminelles, de les visibiliser parce qu'elles ont un rôle essentiel, me semble-t-il. Et donc là, je différencie ce qu'on appelle l'inceste, en fait, donc les anti-alliances absolues dans le cadre familial. Il y a les anti-alliances absolues, donc la pédocriminalité, dans un cadre complètement anonyme de type tourisme sexuel, par exemple. Et puis, un autre gros morceau qui est très important du point de vue des rapports de race, ce sont les anti-alliances que j'appelle absolues institutionnelles, et notamment ce qui a lieu dans le cadre des pensionnats ou des institutions religieuses notamment. Et là, les pensionnats, ça touche tout particulièrement les pensionnats autochtones aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Guyane et encore dans d'autres endroits au fur et à mesure. Donc on découvre l'importance historique, quantitative et dans ce cadre-là, donc il y a beaucoup de violences, dont des violences génitalisées. Et ça, il me semble que c'est un dispositif très important des logiques coloniales, parce que donc c'est un dispositif clairement raciste et en général donc qu'on peut considérer comme génocidaire, souvent, et en tout cas dans le cas du Canada, il y a eu des recherches très poussées et officielles, donc c'est le cas le plus connu et le plus clair sur lequel on peut trouver beaucoup d'informations. Donc au Canada, il faut rappeler que quelquefois, jusqu'à 7 générations d'affilée, l'État s'est donné le droit d'arracher aux familles autochtones leurs enfants pour les emmener dans des pensionnats. 7 générations d'affilée. Où les gens, où les structures familiales et donc l'union matrimoniale et la filiation ont été complètement bouleversées, surtout la filiation. Donc c'est des enfants ce sont des gens qui, étant enfants, n'ont pas connu ce que c'est que d'être enfant, d'avoir des parents, d'avoir des frères et sœurs, etc., qui ont été remplacés par des religieux et des religieuses qui ont exercé sur elles et eux toutes sortes de violences, dont éventuellement des violences génitalisées. Donc, il faut essayer d'imaginer ce que ça produit en termes de qu'est-ce qu'on comprend à ce moment-là des relations de parenté, qu'est-ce qu'on comprend de beaucoup de choses, tous les traumatismes que ça peut provoquer, individuellement et collectivement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, par exemple, aujourd'hui, dans certaines communautés, avec des taux de prévalence de violences incestueuses énormes. Et je ne dis pas ça pour stigmatiser, je dis ça parce que des communautés elles-mêmes l'ont constaté, ont essayé de mettre en place des solutions qui ne font pas appel à la justice coloniale et au système carcéral colonial, qui essayent de ne pas faire appel à ça, puisque ça ne produit que davantage de destruction et de problèmes pour ces personnes-là et ces communautés-là. Donc notamment, je renvoie au travail fait par une communauté qui s'appelle Hollow Water au Canada, qui ont élaboré un processus, je ne dis pas du tout que c'est facile, que c'est simple et que ça marche nécessairement, mais un processus de guérison qui fait le lien explicite entre l'imposition coloniale des pensionnats et ces violences génitalisées, et au contraire la tentative de retourner à des formes autochtones, je ne dis pas transhistoriques, mais enfin de recréer différemment, de les réinventer, réinventer, de les découvrir et de les refaire. C'est ça, autre chose, d'autres manières de penser les hommes, les femmes, la sexualité, décoloniser ce qui leur a été imposé dans un cadre à la fois catholique, occidental, etc., pour défaire cette violence. Et donc, pour essayer de boucler la boucle, la communauté Straight, mon idée de la communauté Straight, et c'est pour ça que je parle de violence génitalisée et non pas de violence sexuelle, c'est aussi de déconstruire cette naturalisation du lien entre, je vais le dire calmement, à l'heure actuelle, dans notre société, il y a un lien, un amalgame plutôt, qui est fait entre sexualité, violence sexuelle, violence génitalisée,
et aussi, soi-disant, amour et aussi institution de protection. Donc il y a une très forte prévalence, la Civis par exemple l'a montré, et aussi les rapports sur les violences au sein de l'Église, mais il y a une très forte prévalence de violences, et notamment de violences génitalisées, donc incestueuses éventuellement, dans les familles et dans des institutions où on est censé recevoir de la protection et de l'amour, alors qu'en fait pas du tout. Donc j'essaye, et je dis violence génitalisée pour séparer ça, essayer de défaire cet amalgame. C'est pas de la sexualité, c'est de la violence. C'est pas de l'amour, c'est de la violence. C'est du pouvoir. Et du pouvoir dans les structures ou dans les institutions où, normalement, au contraire, on est censé échanger de l'amour. Enfin, j'essaye de défaire cette confusion problématique dont je pense qu'une des racines, c'est la colonisation. Et ça fait quand même un bouclage de boucle voilà. Absolument virtuose. Voilà. Alors après, bien sûr, tout ça, ce sont des hypothèses. Mais je propose un outil, la Converter Straight, je propose des hypothèses, et puis voilà, quoi, aux personnes intéressées de s'en saisir pour les approfondir, les démontrer, ou démontrer qu'elles sont fausses. Mais enfin, il me semble qu'on a un certain nombre d'indices qui vont dans le sens de l'imposition de logiques patrilinéaires, l'imposition de logiques de violence, l'utilisation de la violence pour imposer ces logiques, les logiques du racisme, les logiques classistes et les logiques patriarcales, hétéropatriarcales, puisque tout ça c'est dans une optique wittigienne et lesbienne de la naturalisation des rapports sociaux de sexe, donc, et des catégories de sexe, et la naturalisation des rapports sociaux de race, et donc des catégories de race. Voilà l'objet du livre. Je crois que c'est pas mal. Qu'en 4e de couverture, c'était bien, ça tient. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore approfondir ? Écoute, on pourrait dire beaucoup de choses, mais il faut laisser... Peut-être j'ai pas donné beaucoup d'exemples concrets, mais bon, on les trouve dans le livre. Voilà, peut-être dire une chose, c'est que le livre... J'espère il est accessible, il n'y a pas besoin d'avoir fait des très très longues études pour, j'espère, pour pouvoir le lire et en tirer des choses intéressantes. Il est impressionnant parce que tu offres un outil conceptuel d'articulation du monde, et autant en synchronique, en diachronie, en géographie qu'en histoire, à énormément d'échelles, mais, et ça je vais quand même le redire ici, je l'avais dit dans la vidéo précédente, moi je te trouve claire, puis là en plus je t'ai pas trop interrompu, peut-être un peu au début pour te dire bon on va reprendre ça quand même, mais le livre articule justement, et tu accompagnes vraiment tes lectrices dans cette compréhension de quelque chose qui est très entremêlé et très intriqué, puisque c'est une combinatoire. Comme me l'a dit ma nièce, et elle m'a beaucoup encouragée, j'avais fait lire un des chapitres, ma nièce Naïma, que je salue au passage, m'a dit « Ah, mais tu as mis des fun facts, c'est bien et tout. » Donc je l'ai pas fait exprès, mais j'ai mis des fun facts. Il y a des fun facts. Au début, j'avais pas fait exprès, et puis après j'ai essayé. Donc il y a des fun facts. Donc même s'il y a aussi des trigger warnings, parce que il y a des sujets un peu difficiles, mais j'ai vraiment essayé de permettre de ne pas revictimiser les personnes concernées, même si c'est des personnes qui sont anonymes et mortes depuis plusieurs siècles, et aussi les lectrices et les lecteurs, de ne pas leur faire ressentir trop horriblement, parce que ça parle de choses qui sont quand même dures, mais j'ai essayé de l'écrire d'une manière qui atténue cette violence, quoi. Et qui en même temps clair, qui fait un outil dont on peut s'emparer, et ça c'est très très important, parce que c'est un livre qui est utile en fait. Ça paraît ridicule de dire ça comme ça, en plus sur une chaîne plutôt littéraire, mais genre c'est utile aussi des fois d'écrire des choses. J'espère, ça donne une motivation pour écrire, que ce soit utile. C'est, en tout cas, moi j'ai envie de te dire un grand merci et un grand bravo. Merci Amsterdam de te l'avoir donc commandé, parce que c'est pas ça qui m'avait commandé, mais c'était pas ça. De toute façon, les commandes, on ne sait jamais vraiment exactement ce qu'on commande, je pense. Surtout pour un livre. Oui, puis ils ont bien fait en tout cas de faire appel à toi, ça c'est certain. En tout cas, je les remercie également. Et passer de la pensée straight de Wittig à la combinatoire straight, c'est quand même aussi un acte de courage pour un éditeur. Tout à fait. On va quand même le souligner.
Tout à fait, mais c'est vrai que c'est aussi Amsterdam qui a republié La Pensée straight, donc voilà, il y a une continuité, il y a une logique. Et ça, je trouve ça assez beau. Merci à toi. Ben, merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt. À bientôt.